que nous pouvons démarrer cette session de l'après-midi. Excellences, chers amis, mesdames et messieurs, je m'appelle Dominique Burgeon, je suis directeur de la division du programme stratégique en matière de réhabilitation et d'urgence. J'ai le privilège de partager le panel aujourd'hui avec son Excellence Madame la ministre Mariam Kassim. Je partage également la table avec donc Madame la ministre qui s'occupe des affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes naturelles. Ensuite, nous aurons la possibilité d'accueillir d'autres représentants qui vont partager leur point de vue sur le sujet, notamment Chris Porter. Et nous avons l'occasion au cours de cet après-midi, nous connaissons le sujet, mais nous avons eu la possibilité de discuter de la faisabilité et des modalités de mise en place d'un dispositif de protection sociale ou de système de protection sociale, en particulier dans des contextes de grande fragilité ou dans le contexte de crise prolongée. Donc à cette fin, ce que nous entendons faire dans le cadre de cette session de travail sera de faire un petit zoom, si je puis me permettre l'expression, sur la situation en Somalie, sur la situation somalienne, où en essence, le gouvernement a fait montre d'un véritable intérêt afin de passer d'une assistance à court terme vers une stratégie de réduction de la pauvreté à plus long terme. Comme vous le savez certainement, au cours de ces dernières années, il y a une cadence soutenue, en tout cas depuis le début de cette année. Nous avons pu constater que la Somalie a malheureusement figuré parmi un des 4 pays comme étant à risque en matière de famine. C'est véritablement un pays qui pourrait être confronté à cette situation. Et au niveau de la FAO, de l'UNICEF et de nombreux autres partenaires, nous avons étroitement collaboré avec le gouvernement somalien. Nous avons pu mobiliser toute une série d'outils pour justement prodiguer une aide et une assistance aux populations touchées. Nous avons dégagé des dispositifs de cash plus, de rémunération contre travail, des dispositifs de versement ou de transfert de fonds et de liquidités. Nous allons donc résumer quelque peu ce qui a déjà été fait au niveau des différents intervenants actifs en Somalie, afin d'être en mesure de véritablement mettre sur pied un nouveau dispositif, un nouveau système. Donc, nous avons été soumis, bien entendu, à d'autres contraintes. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2012, la Somalie dispose de toute une série d'institutions permanentes. Et comme nous allons pouvoir l'entendre de la bouche de son Excellence, Madame la Ministre, il y a effectivement une volonté très claire qui a été manifestée par le pays d'aller dans ce sens et de concrétiser, voire même de reconnaître pleinement dans le chef du gouvernement la nécessité de mettre un terme à ce cercle vicieux que représente l'extrême pauvreté d'une part et la privation d'autre part. Donc il est nécessaire de transcender ces difficultés, de les surmonter et de mettre sur pied un véritable dispositif de sécurité sociale. À cette fin, le gouvernement somalien a décidé délibérément d'englober dans ses plans pour la période 2017-2018, et bien décidé d'inclure la protection sociale comme étant un pilier sur lequel se fonder et à partir duquel progresser vers des horizons meilleurs. Nous avons ici une occasion unique d'écouter Madame la Ministre, mais nous écouterons également d'autres partenaires, d'autres intervenants qui ont d'autres perspectives sur le sujet. Soit des partenaires qui ont soutenu l'effort déployé par le gouvernement. Et il faut savoir que le périple entamé n'a pas été aisé. Il y a toute une série d'obstacles qui se sont dessinés sur leur route en matière d'instauration d'un dispositif de protection sociale. Et il se peut que ces difficultés s'appliquent également à d'autres contextes. Donc, autant que faire se peut, nous allons tenter de voir comment collectivement nous pouvons soutenir l'effort déployé par le gouvernement somalien. Mais en plus de cela, nous essayerons de voir quels sont les enseignements que nous pouvons tirer sur base d'autres contextes, puisque ce type de dispositif pourrait très bien être dupliqué ailleurs. Alors, nous avons 4 présentations qui vont se succéder.
et je vais demander bien entendu aux membres du panel de s'en tenir au laps de temps qui leur a été alloué, même si le sujet est extrêmement fascinant et même si nous aurions toutes et tous tendance à déborder quelque peu du laps de temps qui nous a été imparti. Et sur base des débats de cette matinée, nous avons pu constater à quel point la thématique était intéressante. Donc à l'issue de ces présentations, nous vous céderons la parole. Vous aurez la possibilité de poser les questions que vous souhaitez aux différents membres du panel et j'espère que nous aurons une discussion animée, constructive et intéressante. Donc j'ai l'immense plaisir d'inviter notre première panéliste à prendre la parole. Il s'agit de son Excellence Madame Maria Kassim, qui est ministre des Affaires humanitaires et de la gestion des désastres et catastrophes en Somalie. Vous êtes médecin de formation, vous êtes politique de l'humanitaire, vous avez travaillé comme gynécologue et obstétricienne, vous avez également enseigné dans des universités pendant de nombreuses années, pendant une trentaine d'années, si je ne m'abuse. Vous avez également été ministre des Affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes au niveau du gouvernement fédéral et vous occupez cette fonction depuis le mois de mars 2017, mais préalablement à cette fonction, vous avez également travaillé au niveau des services sociaux et du ministère du Développement et au niveau du développement de la femme et du bien-être familial. Donc, nous pouvons le constater, que ce soit au niveau de votre fonction actuelle ou des fonctions précédemment occupées, l'intérêt de Madame la Ministre n'est plus à démontrer pour la thématique qui nous occupe. Et je voudrais savoir, Madame la Ministre, si vous pourriez partager avec nous les motivations qui se cachaient derrière cette décision que votre gouvernement a prise d'établir un dispositif de protection sociale permanent en Somalie. Je pense qu'il serait probablement intéressant de s'inspirer de votre réponse. Et tout ceci s'est accéléré, bien entendu, depuis le début de cette année. Et puis finalement, il serait intéressant de voir comment ces efforts se positionnent, si je puis dire, sur la scène internationale. Donc sans plus attendre, je voudrais vous céder la parole. Je vous remercie. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que les prières et les citations de Dieu soient sur vous. Ladies and gentlemen, good afternoon. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Alors la question qui m'a été posée, ou les questions qui m'ont été posées, ont beaucoup de mérite et méritent d'être posées. Et au nom de mon gouvernement, je souhaiterais pouvoir exprimer toute ma gratitude à l'ensemble des agences, à l'ensemble des bailleurs de fonds, à l'ensemble des agences onusiennes et autres qui travaillent à nos côtés, à toutes ces agences, à tous ces intervenants qui ont travaillé à nos côtés afin d'éviter un problème de famine. Au début de l'année, nous étions tous effrayés à cette perspective et nous pensions peut-être que le spectre de 2017 se reproduirait et que ce spectre continuerait à planer au-dessus de nos têtes. Grâce aux efforts qui ont été déployés et grâce aux efforts déployés principalement par les agences qui collaborent avec notre gouvernement et qui travaillent en coordination avec notre gouvernement, nous sommes parvenus à éviter cette famine. Donc, à travers tous les visages que je vois dans cette salle, je voudrais vous remercier parce que c'est vos agences, c'est vous qui avez travaillé, qui avez œuvré à cette fin, qui avez fait en sorte qu'il soit possible d'éviter cette famine et du fond du cœur, je tenais à vous remercier une fois encore. J'en arrive à présent, si vous le voulez bien, à ma présentation et à ce que nous faisons véritablement en vue de développer une politique de protection sociale. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter le contexte somalien. Donc, en 1991, nous avons expérimenté toute une série de conflits, de phénomènes d'instabilité et de situations de crise. Alors, en 2000 et à partir de 2004, nous avons eu un gouvernement de transition qui a été établi. Durant l'année 2012, nous avons pu véritablement avoir une période de transition digne de ce nom et d'un continent ou d'un État fragile qui se reconstituait et qui se reconstruisait. Nous sommes devenus
un état différent. Et au cours de ces dernières années, nous avons eu un revirement qui s'est opéré au niveau du marché. L'année dernière, par exemple, nous avons pu organiser des élections. Nous avons 51 sénateurs qui ont été élus. Nous avons un président qui a été désigné au mois de février. En 2017, notre cabinet est entré en fonction au mois de mars 2017. Donc il a été établi et est entré véritablement en fonction en 2017. Donc, nous avons 12,3 millions de personnes. Nous avons 23% de ces personnes qui vivent dans des zones rurales. 26% sont des nomades et 9% de la population est une population qui est soumise à certains déplacements. Donc, au cours de ces dernières années, nous avons pu constater que nous avions beaucoup de jeunes, 3/4 de la population à moins de 30 ans et 67% de la population vit en deçà du seuil de pauvreté. Alors, ceci fut bien entendu un constat difficile et en changeant toute une série de paramètres, en 2011, nous sommes parvenus progressivement à améliorer la situation. Alors, il faut savoir qu'au cœur même de cette crise, nous avons eu la possibilité d'être confrontés à des problèmes climatiques au cours de trois saisons consécutives. Et de plus en plus de personnes ont eu besoin d'aide et d'assistance. Et avec l'ensemble de nos partenaires, nous avons tenté de déployer les opérations et de sauver le plus grand nombre de vies possible. Une fois de plus, je tiens à insister sur le fait que la formation de ce ministère fédéral et de ces ministres à l'échelon fédéral atteste de l'engagement des membres du gouvernement. Et il y a une véritable volonté gouvernementale. Même si nous ne sommes pas encore suffisamment renforcés, forts dans nos positionnements, nous sommes déterminés, bien entendu, à agir par rapport à la situation que nous rencontrons. Alors, pourquoi avons-nous décidé à présent de mettre sur pied ce dispositif de protection sociale? Alors, si nous examinons l'histoire de la Somalie, nous avons une histoire très riche en matière de protection sociale et nous avons un des fondements même de la société somalienne qui a trait à ce dispositif. Et nous avons toujours tenté de promouvoir la solidarité sociale et des mécanismes informels qui constituent en quelque sorte la pierre angulaire de notre dispositif. Et les familles, les ménages somaliens se sont montrés très souvent résilients au regard des nombreuses crises traversées. Ce système de protection sociale englobe bien entendu le soutien qui peut être prodigué entre voisins, la libre circulation des biens et des animaux, quels que soient les dispositifs qui ont été mis en place, nous en avons plusieurs, et par le truchement de ces mécanismes, nous permettons aux ménages de bénéficier d'une mutualisation des fonds et de puiser dans ce fonds pour répondre à certains besoins ou recevoir, le cas échéant, certains fonds directement, notamment dans le cas des familles les plus pauvres. Alors, ce type d'aide fait en sorte que nous avons eu la possibilité de nous fonder sur les systèmes informels qui existaient d'ores et déjà, et nous avons pu nous fonder également sur les dispositifs humanitaires pour mettre sur pied un système de protection sociale qui a décidé de changer de point de vue et de s'attaquer aux causes racines de la pauvreté. Alors, en ce qui concerne le volet humanitaire, nous avons décidé de nous départir des réactions cycliques et court-termistes qui étaient généralement de mise. Transparent suivant, s'il vous plaît. Alors, si vous examinez notre plan national de développement, nous en avons un, bien entendu. Et dans ce plan national de développement, lorsque nous l'examinons dans le détail, nous pouvons constater que nous avons des stratégies à court et à moyen terme, le développement de toute une série de priorités et un mécanisme de mise en œuvre qui devrait nous permettre d'avoir une transformation socio-économique au niveau du pays. Alors, ce plan se compose de 6 piliers. Alors, parmi ces 6 piliers, nous avons
un pilier qui est lié à la résilience. Et dans ce pilier dédié à la résilience, nous avons envisagé la possibilité de créer un groupe de travail sur la protection sociale. Donc cela signifie et atteste à souhait du fait que la protection sociale est véritablement une priorité qui sous-tend ce pilier afférent à la résilience. Donc il y a des objectifs clairs qui ont été définis en matière de protection sociale et il est reconnu que la protection sociale est un rôle fondamental du gouvernement qui va permettre de développer la nation, d'aborder les inégalités et de protéger en sus de cela les populations et les citoyens les plus vulnérables. Transparent suivant. Alors, il serait opportun maintenant de se pencher sur ce qui a été réalisé concrètement. Vous vous souvenez certainement qu'en début de présentation, je vous ai dit qu'au cours de 4-5 dernières années, nous avions eu la possibilité au niveau de notre gouvernement de démarrer véritablement nos travaux. Pourquoi? Eh bien parce qu'auparavant, il n'y avait malheureusement pas de gouvernement fédéral. Et ce nouveau gouvernement est entré en activité il y a 6 mois. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites au cours des 5 dernières années. Et parmi les choses qui ont déjà été accomplies à l'échelon politique, nous avons pu greffer une politique de gestion nationale des désastres et des catastrophes. Nous avons pu mettre en place un dispositif avec toute une série de structures, l'aide de structures appropriées du gouvernement. Ce dispositif va nous permettre de renforcer notre capacité nationale en matière de gestion des catastrophes. Cela va nous permettre de nous relever, de récupérer de ces catastrophes et d'atténuer autant que faire se peut leurs effets. Et tout ceci s'inscrit pleinement dans cette politique de protection sociale. Donc nous avons décidé d'avoir une vision relativement large, d'avoir un dispositif de protection sociale inclusif qui protège l'ensemble de nos citoyens. Alors ces politiques vont être approuvées par le cabinet et vont être assorties d'une ligne du temps et d'un plan de mise en œuvre en ce qui concerne les aspects financiers. Alors en ce qui concerne le groupe de travail dont je vous ai parlé il y a quelques instants, est censé coordonner, favoriser les actions au niveau du gouvernement, des bailleurs de fonds, des différents partenaires, des différentes instances en matière de protection sociale et de tous les sous-groupes qui ont été créés dans la foulée. Alors, en ce qui concerne le mandat de ce groupe et de ce dispositif, il s'agit de contribuer de façon générale, obtenir un financement de la part de bailleurs de fonds. Plus d'1 milliard a d'ailleurs été récolté depuis le début de cette initiative. Et 2,5 millions de Somaliens font l'objet d'un soutien grâce à une aide qui leur permet de survivre, une aide de survie. Alors, bien entendu, il s'agit d'utiliser des transferts en matière de fonds et nous avons décidé d'utiliser ce dispositif de transition tout au long de notre processus et surtout de l'utiliser jusqu'à ce que nous soyons arrivés à un véritable système fédéral. Il faut savoir que 1,4 milliard de dollars américains par an, sous forme d'envois émanant de la diaspora somalienne, a joué un rôle bien entendu significatif dans le soutien et l'aide à apporter à la collectivité dans son ensemble. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne la Somalie, il est important de comprendre ce que signifie ce dispositif de protection sociale. Alors par protection sociale, nous entendons quelque chose de très simple. En tout cas, au regard de notre contexte, il s'agit d'un dispositif détaillé qui va permettre d'aider l'ensemble des franges de la population, y compris les plus vulnérables et celles soumises à des situations de crise, et leur donner par ce biais la possibilité de surmonter le cercle vicieux de la pauvreté. Quid de l'avenir? Alors, il est nécessaire, bien entendu, d'aller de l'avant et nous avons des besoins significatifs par opposition à des ressources et des compétences limitées. Mais nous avons décidé de définir un ordre de priorité par rapport aux populations les plus vulnérables. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que pour aller de l'avant, nous devons effectivement nous mettre d'accord sur ces priorités pour prodiguer le soutien requis aux populations les plus vulnérables. Donc, nous devons rallier l'adhésion des uns et des autres à tous les niveaux et rattacher cela au système de protection informelle. Nous devons construire un dispositif qui va nous permettre de transférer les connaissances et les capacités et nous devons rattacher tout cela à un dispositif humanitaire sans oublier la nécessité d'explorer, voire même d'identifier des stratégies de financement national à long terme. Parce que notre plus grand défi réside bien entendu dans le financement à long terme et dans la bonne utilisation
l'utilisation des ressources disponibles. Et c'est pour cela que le financement et le soutien technique dont nous pourrions bénéficier devraient nous permettre de construire ce dispositif de protection sociale nationale. Ce que nous voulons, c'est véritablement un système qui soit parfaitement harmonisé. Alors, quelles sont les étapes suivantes? Quelles sont les étapes qui pourraient se succéder par la suite? Alors, nous voudrions travailler tout d'abord à une transition ferait une transition qui nous permettrait de passer d'une réponse court-termiste de l'urgence à des filets de sécurité qui soient beaucoup plus prévisibles sur le long terme et constituer dès lors une réponse adéquate à des situations de crise. Donc, ce que nous voudrions, c'est pouvoir cibler efficacement les plus faibles, les plus vulnérables et surtout les minorités. Nous voudrions également, en plus de développer ce système, institutionnaliser le dispositif par le biais d'une coordination de liens intersectoriels et d'une stratégie de financement pérenne. Donc nous voulons vraiment passer de cette approche court-termiste, humanitaire et dans l'urgence, à des communautés qui soient, ou des collectivités qui soient beaucoup plus résilientes. Je suis médecin de formation, vous l'avez entendu, et lorsque je reçois des patients dans ma clinique, eh bien ces patients peuvent bien entendu présenter pléthore de symptômes, de la fièvre par exemple. Et lorsqu'une personne est atteinte de fièvre, cela peut être d'origine virale, cela peut être la malaria, cela peut être toute une série d'autres choses. Et la première chose à faire, c'est de prendre la température de mon patient et lui donner quelque chose, du paracétamol par exemple, tout simplement, pour faire diminuer, pour faire baisser la fièvre et la température. Et pour trouver le bon traitement, je dois bien entendu identifier la cause de cette fièvre. Si c'est la malaria, par exemple, je vais devoir prendre ce patient en charge et le soigner contre la malaria. Donc, ceci pour vous dire qu'il s'agit ici de prodiguer une aide de façon humanitaire équivaudrait à prendre la température, ou à faire diminuer la température sans connaître la cause racine du mal. Et il faut connaître vraiment la cause racine. Quels sont les éléments qui causent ce problème? Nous ne pouvons pas nous confiner en permanence dans cette aide humanitaire. Nous devons, à un moment ou à un autre, passer de ce dispositif humanitaire à un dispositif de récupération, de rétablissement et et un processus qui permette aux populations concernées d'avancer. Et au niveau des agences onusiennes, je tiens à le dire, tous ceux qui travaillent avec nous, que ce soit les agences onusiennes ou autres, lorsqu'on me demande quel est mon message, je leur dis, nous avons développé ce système et nous avons mis tout cela en musique dans le cadre d'un plan national de développement. Et nous devons bien entendu nous fonder sur ce pilier de la résistance. Nous devons mettre sur pied ce dispositif de protection sociale. Et je pense qu'il est fondamental que ces intervenants se rallient à notre cause, se rallient à notre plan national de développement et nous permettent de coordonner l'ensemble de façon à ce que, grâce à ce travail conjoint que nous allons mener à bien, nous puissions aboutir à une situation où la société pourra faire montre d'une résilience accrue. Je vous remercie de votre attention. Thank you so much, Excellency. Merci beaucoup, Excellence, pour cet appel à l'action passionné. Je crois que cette présentation a été très intéressante en termes d'information. Beaucoup d'entre nous, évidemment, connaissons votre pays et nous nous sentons proches de la Somalie, mais c'est vrai qu'il faut parler, malgré tout, rappelons-le, de la protection sociale, mais également d'un système de protection sociale informelle qui est déjà très bien établi, qui était actif depuis de nombreuses années, qui a empêché, c'est vrai, certaines personnes de connaître de graves problèmes avec la détérioration de la situation. Donc je crois qu'il faut continuer à avancer. C'est vrai qu'il y a manifestement une volonté politique chez vous qui est réaliste, ce qui est encore mieux. Vous êtes face à, c'est vrai, pas mal de défis, mais je crois qu'il faut, c'est vrai, mettre l'accent, comme vous l'avez dit, sur les plus vulnérables. Et ensuite, avancer vers davantage de résilience pour ces communautés.
mon point de vue à la FAO est totalement en ligne avec vous, avec ce que vous nous dites quand vous parlez de la nécessité de reconstruire la vie de ces communautés. C'est vrai que nous sommes maintenant capables, je crois en Somalie, d'empêcher les crises alimentaires les plus graves, c'est-à-dire les famines. Encore faut-il maintenant pouvoir reconstruire la capacité des gens à se nourrir. L'insécurité alimentaire reste un problème. Et ce pilier-là de la résilience est fondamental, mais également le pilier de l'action gouvernementale. Je vais passer la parole maintenant à Rick Goodman. Rick qui est donc quelqu'un qui s'intéresse donc réellement aux situations de crise en proposant notamment son assistance technique à toute une série de gouvernements. Le but étant donc d'ensuite aider ces gouvernements à aider leur population. Il a habité et travaillé un peu partout dans plusieurs pays du monde, dans 3-4 continents. Il est également responsable depuis 2014 des activités donc, de son organisation au Kenya. Et je crois qu'avec le travail qui était le vôtre, et avec le travail qui a été fait notamment au niveau de la DEFCO et de diverses études qui ont été faites, je crois que ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir parler du diagnostic. Et en tant que directeur en charge de la résilience chez DAI Europe, je crois qu'il est important de réfléchir à ces aspects-là. Il y a la naissance d'un embryon de système de protection sociale. Donc, quels sont, entre guillemets, les premiers diagnostics que vous avez pu réaliser? Quelles sont les premières conclusions auxquelles vous êtes parvenu? Vous avez la parole. Merci beaucoup, Dominique. Et évidemment, merci beaucoup à vous, madame, pour votre appel extrêmement vibrant. Bonjour à tous et toutes. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de me déplacer, donc de visiter la Somalie récemment et de parler à toute une série d'acteurs en charge du développement, y compris le gouvernement somalien. Et j'ai rencontré d'ailleurs là-bas pas mal des personnes qui sont ici dans la salle cet après-midi. Et cela a été l'occasion, c'est vrai, de faire quelques premières recommandations et quelques observations quant à la manière dont on peut améliorer et sécuriser, entre guillemets, un système national de protection sociale. Ce dont nous parlons donc depuis ce matin, en fait. Je crois que nous sommes proches, entre guillemets, je crois, du but. Et je crois que nous avons une vraie capacité aujourd'hui à faire changer les choses et améliorer donc ces systèmes et à le faire de manière coordonnée ou en tout cas en avançant tous dans la même voie. Et je crois que c'est ce qui est en train de se faire en Somalie avec la mise en place de ce gouvernement national. Et je crois que c'est en ce sens qu'effectivement, quand tous les acteurs s'unissent, que l'on peut avancer vers un vrai système national. Donc nous sortons, c'est vrai, dans ce pays, en tout cas j'espère que nous sortons de ce qui a été un épisode extrêmement grave de plusieurs années de sécheresse. Et ce qui est une bonne chose, c'est que la plupart des systèmes de coordination sont maintenant en place et que nous avons pu éviter le pire. Il reste malgré tout beaucoup de fragmentation.
et une nécessité, je crois, de coordonner davantage les choses à tous les niveaux et avec tous les partenaires. Et je pense aussi que il y a parfois, malheureusement, une vraie déconnexion chez nous au Kenya, en tout cas là où je travaille, entre la réalité sur le terrain, la réalité au niveau des autorités. Après ces 3 années de sécheresse, et je crois qu'il manque encore pas mal de coopération et de communication entre notamment les divers intervenants, ONG et autres, et acteurs gouvernementaux. Et cela, c'est certainement l'une des problématiques qu'il va falloir aborder à l'avenir. J'insisterai ensuite sur ceci. Il est difficile parfois de connaître la vraie réalité des choses à cause de problèmes d'accès. Et poser un diagnostic, comprendre une situation n'est pas forcément simple. Parce que vous passez par divers niveaux de responsabilité, des intermédiaires qui vous éloignent parfois des communautés. Et même si cela c'est relativement commun un peu partout dans le monde, ça signifie que les ressources sont là, mais les ressources ne sont pas forcément toujours suffisantes pour faire face donc, à la vulnérabilité, à l'exclusion et à la pauvreté. Et parfois, une minorité seulement reçoit des prestations et beaucoup de personnes sont exclues encore de l'aide. Et il faut donc que nous tenions compte des choix qui sont faits par les élites, entre guillemets, de la communauté quant à qui bénéficiera de l'aide. Ce qui est un problème, parce que cela soulève, entre guillemets, des questions liées à la corruption dans certains cas, à différents niveaux. Et je crois qu'il faut gérer à nouveau cette question-là. Et puis tout cela montre qu'il faut non seulement utiliser la sécurité et les systèmes de prestations sociales uniquement, non pas uniquement pour lutter contre la pauvreté, mais aussi en tant qu'instrument politique pour créer un sentiment de citoyenneté et d'unité nationale. Stéphane Dercon parlait de ce système de sécurité, notamment au Pérou, après des épisodes de guerre civile dans la région d'Ayacucho, où pour la première fois maintenant, c'est vrai, des populations font la queue pour obtenir une prestation financière. Et peut-être peut-on imaginer que des initiatives similaires soient lancées dans d'autres pays du monde, y compris donc en Somalie. Je n'ai que 2 transparents, très idéalistes, et j'espère pas trop naïfs, parce que nous sommes conscients donc des défis que la mise en œuvre de ce genre de choses peut soulever dans un contexte difficile. Dans un monde idéal, évidemment, nous irions vers une programmation beaucoup plus intégrée. Et si vous êtes un individu vivant dans une communauté affectée par la pauvreté, si vous avez la chance d'avoir accès à un programme d'aide qui est destiné à vous aider, vous et votre famille, vous avez beaucoup de chance. Si vous êtes en deçà des critères de sélection, imaginons par exemple que vous n'ayez pas accès à un programme d'infrastructure publique parce que vous n'êtes pas capable de travailler, par exemple, et d'être actif, eh bien alors vous êtes totalement, entre guillemets,
hors du système, même si dans d'autres communautés, on peut trouver des systèmes qui, eux, sont destinés à des populations qui sont totalement exclues du marché du travail. Donc il y a nécessité, je crois, d'assurer la cohérence des approches et la possibilité donc d'aider notamment ceux qui sont en bas du transparent, c'est-à-dire les personnes qui sont chroniquement en situation de pauvreté et d'exclusion, qui ont certainement besoin d'une aide plus permanente. Mais pour les populations qui sont considérées comme étant donc chroniquement, entre guillemets, en situation d'insécurité alimentaire, là aussi, il faut prévoir des mécanismes de résistance et de résilience par rapport aux crises alimentaires. Et ensuite, ventiler de manière adaptée, je dirais, les interventions en fonction des besoins et en fonction des possibilités de financement. Et de manière transversale, s'ajoute là le fait que le cash en lui-même, l'argent liquide, n'est pas suffisant en tant que tel. Je crois que il faut évidemment qu'en plus des prestations financières, d'autres interventions aient lieu pour lutter contre d'autres aspects, notamment de pauvreté alimentaire, sanitaire, éducative également. Donc, du point de vue d'une perspective nationale, nous sommes, je crois, capables, souvent en tout cas c'est l'impression, de planifier et de mettre en œuvre des projets au niveau national, ce qui implique une coordination beaucoup plus étroite, notamment au niveau, par exemple, d'un pays comme la Somalie, entre l'État et toutes ses structures et les bailleurs. L'une des phrases que j'ai entendues le plus, à plusieurs reprises, a été mon programme, ce qui n'est pas acceptable. Nous ne pouvons pas être dans une situation où des bailleurs se positionnent, entre guillemets, par rapport à un programme qui leur appartient. Non, il faut que ce soit le programme en Somalie, mais pas leur programme. Et donc, je suis content d'ailleurs que nous ayons des collègues éthiopiens ici dans la salle. Je crois que nous allons pouvoir bénéficier de votre expérience parce que des choses intéressantes ont été faites là-bas. Et la coordination donc des bailleurs et de leur action est extrêmement importante également. Et je crois qu'il faut aussi réfléchir à ce que nous pouvons faire ensemble d'ailleurs dans d'autres pays. Mais nous pourrions, nous, par exemple, être en faveur d'une situation où un bailleur peut-être prend un rôle, entre guillemets, de leader par rapport au gouvernement. Et ce que vous voyez ici en vert montre toute une série de problématiques. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais tous ces aspects-là doivent être envisagés pour mettre en place un système national. Il nous faut une banque centrale, tout d'abord, qui met en place un système financier digne de ce nom pour que les choses ne soient pas totalement informelles. Parce que ce système existe, mais doivent évoluer. La Somalie a un système d'identification personnelle encore relativement défaillant. Qui varie en fonction des régions et qui varie également en fonction des différents groupes qui peuvent contrôler certaines régions. Il faut un système de carte d'identité fonctionnel, national.
et à long terme, donc un système qui soit réellement digne de ce nom en termes d'identification. Pour cela, évidemment, il faut prévoir des ressources. Et un système, entre guillemets, d'inscription auprès donc des agences chargées de fournir l'aide, un système d'inscription qui soit fiable, qui soit associé donc au service de l'État, mais un système qui soit basé sur je dirais un partenariat public-privé peut-être. Ce qui permettrait, peu à peu en tout cas, aux agences de mise en œuvre de fonctionner de manière plus standardisée. Et l'expérimentation reste d'actualité malgré tout, de manière correctement gérée par les agences de mise en œuvre des différents programmes et de manière à ce que les expérimentations pilotes notamment puissent, si elles fonctionnent, être développées à un niveau plus large, comme on l'a vu pour l'Ouganda ce matin, où plusieurs projets pilotes ont eu lieu et ont permis d'identifier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ensuite de développer davantage ce qui fonctionne le mieux. Nous avons également donc mis en place, lors de la dernière sécheresse, un système entre guillemets de monitoring qui a permis également de soulever toute une série de questions qui sont parfois des questions un peu difficiles, mais qui doivent être posées. Et là, le message à nouveau vers les bailleurs, c'est que l'honnêteté intellectuelle et le courage, parfois, face à ces questions difficiles, sont nécessaires. Et tout ceci nous permet de réaliser ce que Stéphane mentionnait, c'est-à-dire trouver au niveau national la possibilité de mettre en place un système qui soit correctement géré et qui attribue également des responsabilités, une sorte de sentiment, entre guillemets, ou de situation d'appartenance par rapport à certains risques. Et donc je crois que ce sont des aspects qui sont fondamentaux ici. Et je suis certain que nous pouvons évidemment prolonger cette discussion ensemble par la suite. Merci beaucoup. Thank you very much, Ricky. In preparing for the... Merci beaucoup. Tu me disais, nous avons fait un diagnostic, mais c'est un diagnostic préliminaire, donc ne soulève pas d'attente excessive. Bon, je crois que c'est toi qui, justement, nous a montré que beaucoup de choses se font et que nous sommes confrontés à pas mal de défis, notamment le défi de la coordination avec des ONG situées dans 2 pays, à Nairobi, à Mogadiscio dans ton cas. Ensuite, tu as fait cet exercice de révision, entre guillemets, ou d'examen d'un début de système de prestations sociales et d'aide sociale, en insistant sur la nécessité de tenir compte des besoins des différentes populations. Et puis, tu as terminé en insistant sur le fait que l'argent ne suffit pas et qu'il faut pouvoir produire des services de base, proposer des services de base, accès à l'eau par exemple, avec
une coordination plus étroite entre le gouvernement au niveau fédéral et les bailleurs. Ce qui me semble également être très important, effectivement. Et puis, c'est ce sentiment, entre guillemets, d'appartenance ou de propriété, de responsabilité par rapport à certains problèmes. Et puis, la nécessité donc d'arriver à peu mettre en place les blocs qui vont permettre de construire un système de sécurité sociale. Voilà, nous lirons avec intérêt, je crois, la version plus complète de ces conclusions lorsqu'elles seront disponibles. Je voudrais donner la parole à Chris Porter, qui est donc responsable au DFID, donc département pour le développement international, de toute une série d'activités, 20 ans d'expérience sur le terrain, et il collabore donc avec toute une série d'institutions, depuis la Banque mondiale, etc., jusqu'à l'UNICEF. Donc, quelle est la perspective du DFID sur toutes ces questions? Où faut-il investir quand un système de protection sociale naissant est mis en place dans un contexte d'extrême fragilité? Et puisque vous avez travaillé sur ces questions dans plusieurs pays, quels sont les défis communs que vous identifiez? Very much. Excellencies, senior government officials, colleagues. You'll be pleased to know I'm going to shorten what I'm just going to say because I think the Alors, je voudrais donc revenir sur les différents points qui ont déjà été avancés par notre ministre concernant la nécessité de mettre sur pied ces dispositifs. Et je ne vais pas revenir sur ces points parce qu'elle l'a fait avec beaucoup plus de passion que je n'aurais pu le faire. Alors, il y a différents scénarios qui peuvent être pris en considération. Imaginons-nous, nous sommes en 2020 et nous savons qu'il y a une sécheresse qui sévit dans un pays d'Afrique. Et au regard de la situation actuelle, donc il y a 1,1 milliard de dollars qui ont été mis de côté pour proposer une réponse éventuelle. Et si nous regardons la trajectoire de l'aide humanitaire à l'échelon mondial et si nous examinons les différentes possibilités, eh bien nous savons probablement que nous ne pourrons pas accroître ce type de fonds aussi rapidement que ce fut le cas au cours de ces dernières années. Et nous devrions probablement pouvoir être en mesure de répondre différemment de ce qui a été fait cette année. Nous savons que d'énormes efforts ont été déployés par les uns et les autres pour répondre à cette problématique cette année, nous ont permis de faire la différence. Mais le risque est toujours là. Nous avons le risque néanmoins d'un status quo. Et c'est un risque qui persiste. 2023 pourrait sembler différent si nous sommes parvenus à développer plus en avant encore tout le dispositif dont Madame la ministre nous a parlé. Nous aurons à ce moment-là peut-être une population plus résiliente encore. Nous pourrions avoir une réponse qui s'avérerait moins onéreuse, beaucoup plus faisable d'un point de vue financier, et nous pourrions peut-être déployer des efforts beaucoup plus rapidement encore que ce ne fut le cas au mois de janvier dernier. Donc c'est ce type de motivation qui doit nous tenir à cœur. Il ne s'agit pas de se dire on va continuer et puis tout ira bien. Non, il faut garder à l'esprit la réalité de la situation. Et d'autre part, je voudrais également insister sur le fait que lorsque nous examinons la situation telle qu'elle pourrait s'offrir à nous en 2023, nous devons prendre en considération le fait qu'un mécanisme pourrait nous aider, bien entendu, à faire face à des crises. Alors, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'efforts humanitaires déployés sur le court terme. Il sera toujours nécessaire, bien entendu, d'avoir des activités complémentaires et des activités plus court-termistes, mais ce sont des activités sur lesquelles nous n'aurons pas à nous fonder entièrement. Et nous avons toute une série de collègues qui nous ont parlé des énormes réalisations engrangées jusqu'à présent, notamment en Éthiopie. Nous savons qu'ils ont pu réduire le fossé présent en matière alimentaire de façon considérable. Alors, ce n'est pas massif, mais c'est quand même considérable si on prend en considération les différents paramètres. Alors, j'en arrive à présent à votre question, si vous le voulez bien. Question qui visait à savoir si en Somalie ou si dans d'autres pays en proie
à une situation de crise. Et je voudrais revenir sur ce que Stéphane a dit ce matin, et c'est un point qui n'a peut-être pas complètement abordé, mais il est important de voir quels sont les différents défis, comment nous allons pouvoir les relever. Et soyons honnêtes, nous ne les connaissons pas encore tous ces défis. Et j'ai cru comprendre que c'était le cas, notamment au niveau du public. On essaye encore parfois certaines solutions. Et donc, il est important de voir les choses à la base et de voir ce que les bailleurs de fonds peuvent également proposer, parce que nous avons un certain appétit pour ce type d'approche. Nous n'avons pas toujours de formatage qui est effectué au niveau national. Et peut-être qu'il serait plus aisé de prendre en considération l'exemple qui est donné par les gouvernements. Lorsque les gouvernements poussent ce type de dispositif et font preuve de bonne volonté, cela fait toute la différence, bien entendu. Alors, nous savons que dans certains contextes, nous avons une réponse massive sur le plan de l'aide humanitaire. Et par rapport à cela, il s'agit de voir comment nous, en tant que bailleurs de fonds, nous pouvons convaincre nos contribuables que c'est effectivement la bonne chose à faire. Et il y a toujours plus qui pourrait être fait. Et j'espère que nous aurons bien entendu à un moment donné suffisamment d'allocations à disposition que pour réduire les nombreuses souffrances rencontrées par les gens. Et il nous faut également cet argument d'en avoir pour son argent. Parce qu'il est vrai que si nous avions un dispositif identique à celui de la Somalie ailleurs, même au niveau de certains pays où on n'est peut-être pas aussi loin que la Somalie, ou arrivé aussi loin que la Somalie, eh bien, cela ferait indubitablement toute la différence. Et je pense que Stéphane a précisé ce matin que certains dispositifs étaient des dispositifs Canada Dry. Ils ressemblaient, ils sentaient, ils avaient l'apparence d'un système de protection sociale, mais n'en étaient pas un. Et je pense qu'il faut effectivement avoir une idée de trajectoire très, très claire. Et dans ce cas de figure, c'est merveilleux, bien entendu, mais ce ne sera pas nécessairement le cas partout. Nous qui travaillons dans l'aide humanitaire, nous avons parfois certains dispositifs qui ressemblent effectivement à la protection sociale. Et nous nous disons, eh bien voilà, c'est déjà un progrès en soi. Et peut-être que je pourrais d'ailleurs en reparler, ou que nous pourrons en reparler ultérieurement. Et puis deuxièmement, ce matin, Stéphane a fait allusion à une autre thématique, à savoir le fait que dans des pays en conflit, on n'a pas toujours une trajectoire uniforme en termes de paix ou de stabilité. Et nous avons indubitablement besoin de ce dispositif de résilience. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet exemple du Yémen, où les registres sont toujours utilisés à l'heure actuelle, les registres en matière de protection sociale. Et je pense que c'est probablement un coup de chapeau ici, ou une manière de faire un coup de chapeau aux personnes qui ont conçu ce dispositif. Et nous savons qu'en Somalie ou ailleurs, dans d'autres contextes, nous avons toute une série d'implications qui peuvent en découler. Lorsque nous envisageons, par exemple, la manière de communiquer sur les efforts qui nous permettent de créer ce dispositif. Ou peut-être pourrions-nous essayer d'avoir une assistance beaucoup plus efficace. Et je crois que nous avons entendu parler de toute une série d'exemples, pas plus tard que ce matin. Nous avons des éléments qui sont tellement ancré dans la tradition locale. Et si on avance en gardant cela à l'esprit, eh bien, il y aura davantage de résilience qui sera de mise, même si certaines perturbations interviennent, ou même si des interventions politiques ou militaires interviennent dans la région. Et le troisième paramètre sur lequel je voudrais m'appesantir, et a été mentionné par Stéphane également très très clairement, il s'agit de faire preuve d'efficacité et d'efficience que pour pouvoir avancer. Et il faut parfois faire des compromis, bien entendu, dans ces domaines, notamment par rapport aux intentions, par rapport aux objectifs fixés, par rapport au niveau de paiement, par rapport aux canaux de réalisation, ou par rapport à la nécessité de mettre en exergue un système de base ou un système plus routinier, ou en essayant de faire en sorte que l'on soit beaucoup plus enclin à répondre et à réagir aux crises qui surviennent. Et c'est assez similaire à ce qui a été fait d'ailleurs au Kenya. Donc soit on peut opter pour la simplicité, si je puis dire, soit on peut s'inspirer d'autres choses qui peuvent être beaucoup plus compliquées, mais qui pourraient, le cas échéant, avoir une incidence beaucoup plus importante. Donc ces considérations s'avèrent bien entendu nécessaires, et elles sont peut-être plus aisées à formuler en cas de stabilité. En cas de conflit ou d'instabilité, c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile d'englober ce type de réflexion. C'est pour cela qu'il faut faire participer les différentes agences qui essayent de venir en aide.
Et je voudrais également ajouter un dernier point, en tout cas en ce qui concerne ma perspective institutionnelle, puisque nous collaborons avec de nombreux partenaires institutionnels, nous avons des intérêts institutionnels, nous avons des mandats bien entendu, et nous sommes censés parfois faire des compromis. Et au niveau ministériel, vous vous attendez bien entendu à ce qu'il y ait des demandes d'une part, mais des objectifs également chiffrés ou des objectifs rattachés à ce type de dispositif. Que faisons-nous dans ces contextes où nous n'avons pas d'intervention du gouvernement? Parce que, par exemple, dans le cas de la Somalie, on pourrait nous dire, eh bien, n'agissez pas de telle ou telle manière. Mais je crois qu'il est important d'avoir un forum où on pourrait en discuter, où on peut se pencher sur ces questions. Alors, en Somalie, les choses sont claires. Nous avons ce plan de résilience, ce pilier de résilience. Nous avons également ce plan national de développement. Mais quid des autres pays? Quid des pays où ce type de dispositif n'existe pas? Parce qu'il nous faut, bien entendu, un plan de développement à plus long terme. C'est une vision qui s'étale par exemple sur 5 à 10 ans et qui peut être serrée en plus petits cycles. Mais quoi qu'il en soit, je crois que c'est probablement un défi très intéressant qu'il nous incombe de relever, de savoir comment nous pouvons agir, comment nous pouvons mettre ces différents paramètres et éléments bout à bout. Il y a également en sus de cela d'autres découvertes que nous avons pu faire. Si nous examinons par exemple la manière d'agir qui a été mise en œuvre en quelques endroits, nous avons constaté que souvent il faut une capacité humaine très forte pour mener à bien ce type de processus. Donc Stéphane a effectivement eu à faire face à quelques difficultés parce que cet agenda n'avait pas pris la direction souhaitée au Sud-Soudan et je pense qu'il l'a explicité à souhait. Et il faut se dire que les gens de l'humanitaire se sont dépêchés, ont dû courir, étaient dans la précipitation permanente et ils n'ont vraiment pas eu le temps à un moment donné de se poser et de prendre un petit peu de recul. Alors peut-être n'y a-t-il pas eu suffisamment d'actions de développement sur place que pour justement imprimer un tempo différent. Donc par rapport à cela, il nous faudrait peut-être effectivement des compétences dédiées qui œuvreraient au bénéfice de tous plutôt qu'au seul bénéfice d'une agence ou d'un bailleur de fonds. Ceci devrait nous permettre d'avoir un arbitrage digne de confiance qui soit susceptible de donner différents conseils aux groupes de décideurs. Et c'est quelque chose qui me ramène à cette notion de capacité. Alors par rapport au transfert, et au seul transfert, c'est vrai que certains transferts peuvent rendre les gens beaucoup plus résilients. Et en Somalie, nous avons pu mener à bien une étude sur ce type de dispositif et nous avons constaté que cette aide en liquidité n'était pas suffisante que pour réduire par exemple les gaspillages ou que pour pouvoir travailler sur différents paramètres. Donc, si vous souhaitez bien entendu examiner cette recherche, n'hésitez pas à m'adresser à moi. Et je voudrais également insister sur le fait qu'il est important de pouvoir avoir des moyens de vie et des moyens de subsistance décents ainsi que des services de base. Et la santé et la sécurité sont bien entendu des paramètres très très importants, y compris bien entendu au niveau des populations qui ont été déplacées de force. Alors soyons réalistes, car il s'agit de faire preuve de réalisme ici. La Somalie a démarré parce qu'il y avait vraiment une impulsion gouvernementale. Mais il faut bien se dire que ceci prend du temps. Les progrès ne sont pas linéaires. Nos collègues du Kenya l'ont signalé à souhait. Ils ont travaillé âprement au cours des 10 à 15 dernières années et dans un contexte qui est peut-être différent. Mais malgré tout, cela évolue dans ces régions. Donc, peu importe le nombre d'années qu'il nous faut, il faut néanmoins rester ambitieux. Et au niveau du DFID, nous avons travaillé, bien entendu, en Somalie. Nous avons eu, bien entendu, des efforts multiples qui ont été déployés afin de voir de quelle manière notre soutien humanitaire pouvait évoluer vers quelque chose qui nous permette de créer des filets de sécurité, et ce, sous l'égide, sous le leadership du gouvernement. Alors, il faut travailler contre la montre également, et il ne faut pas perdre ce paramètre de vue. Beaucoup le savent, en Somalie, en 2011, la famine était sur le pas de la porte, si je puis dire. Il y avait beaucoup de raisons, de facteurs qui nous faisaient craindre cette situation. Et nous avons eu énormément de personnes qui sont décédées suite à ce phénomène de famine. Et il est vrai qu'il est important de pouvoir poser de bons diagnostics, de créer la bonne dynamique.
Et maintenant, l'époque est différente. Nous avons un gouvernement qui essaye de pousser dans le bon sens. Et en 2016-2017, il y a davantage de dynamique qui a encore été imprimée avec de plus en plus de personnes qui ont reçu cette aide à laquelle il a été fait allusion. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui sont mises en œuvre. Donc, souvenons-nous de 2011 et essayons de surfer sur la dynamique actuelle en espérant, bien entendu, qu'à l'horizon 2023, la situation sera complètement différente. Merci. Merci beaucoup, Chris, pour cette présentation extrêmement éclairante. Et je pense que vous avez utilisé des mots-clés, être réaliste, honnête, ambitieux et créer une dynamique, vraiment surfer sur la dynamique ambiante, renforcer le leadership politique, la volonté politique qui s'avère nécessaire et soutenir ce leadership dont nous ne disposons malheureusement pas dans tous les pays au sein desquels nous travaillons. Vous avez également soulevé la question du renforcement des capacités humaines et des compétences et capacités humaines. C'est effectivement une thématique que nous avons tendance parfois à laisser de côté. Vous avez également insisté sur l'argument en avoir pour son argent. C'est effectivement un des points sur lesquels il faut que nous puissions apporter davantage d'éléments, davantage d'arguments pour susciter ces investissements sur le long terme. Vous l'avez dit, nous sommes encore très très loin du cadre HRP dont nous avons eu la possibilité de parler à maintes et maintes reprises. Donc merci une fois encore pour cette brillante présentation. Alors je voudrais à présent céder la parole au tout dernier membre du panel. Et qui dit le dernier ne signifie pas pour autant le moindre, bien entendu. Je voudrais vous présenter Joseph Tchege, qui nous vient de la mission est-africaine USAID. Il bénéficie d'une vaste expérience en ce qui concerne la formulation, la mise en œuvre de programmes d'urgence et de programmes de sécurité alimentaire. Et ces dernières années, il a travaillé à la mise en œuvre de programmes de transfert de liquidités financés par les États-Unis qui s'intitulait Food for Peace, des denrées alimentaires pour la paix. Alors, Joseph, la question que je voudrais vous poser est très simple et tient en quelques mots. Les États-Unis travaillent bien entendu avec toute une série de programmes en matière alimentaire, notamment avec le programme Food for Peace, et c'est quelque chose de fondamental, notamment au niveau des différentes interventions qui ont eu lieu, ne serait-ce qu'en Somalie, l'objectif étant bien entendu de maintenir la cohésion sociale et d'éviter la famine. Mais je voudrais savoir quelle a été la teneur de ces expériences que vous avez pu mener à bien? Comment créer ce cercle vertueux en matière de développement économique et social? Donc voilà, vous avez la parole. Bien, merci. Merci beaucoup, Excellence, Mesdames et Messieurs. Je suis tout à fait ravie d'avoir la possibilité de partager avec vous certaines des expériences engrangées au niveau de USAID. Nous avons bien entendu travaillé en Somalie. Nous avons pu œuvrer aux différentes interventions qui ont eu lieu sur place. Nous avons également la possibilité de partager avec vous certains points de vue par rapport à ce dispositif. Alors, en ce qui concerne la réponse actuelle proposée aux familles, il est vrai que nous sommes occupés pour le moment à déployer un des plus vastes programme qui a pour objectif de répondre à la crise actuelle. Et ceci se fait bien entendu dans la reconnaissance du rôle joué par les différentes agences, les différentes instances et organes par rapport à ces problèmes de famine et de sécheresse. Donc il s'agit de protéger les moyens de subsistance et de répondre aux besoins en matière alimentaire des populations les plus vulnérables. Alors je puis vous dire qu'à cet égard, au cours des derniers mois, nous avons programmé 150 millions de dollars américains qui ont atteint ou touché plus de 2 millions de personnes. Donc c'est quand même une réponse significative. Nous avons vu quelle était la valeur ajoutée de ces interventions en matière de liquidité et nous avons constaté qu'effectivement les liquidités constituent un moyen rapide et aisé d'aborder la thématique de l'insécurité alimentaire. Alors en ce qui concerne USAID, notre perspective est la suivante. Donc il s'agit non seulement d'un dispositif efficace qui nous permet de répondre aux besoins en matière de sécurité alimentaire, mais en sus de cela, c'est également un élément qui nous permet d'aborder toute une série de thématiques afférentes, par exemple, à la vulnérabilité. Et le ministre nous a brossé le contexte de la Somalie. Je ne vais pas m'appesantir sur le sujet, il l'a fait bien mieux que moi, mais quoi qu'il en soit, je voudrais m'appesantir ici sur ce que cela signifie. Et je pourrais très bien vous fournir toute une série d'exemples, des exemples afférents à 2 programmes qui sont en cours de déploiement, notamment en cette période de prévention de la famine. Par exemple, nous avons un dispositif de liquidité qui a été mis en place et un dispositif de rémunération
rémunération contre travail. Donc il s'agit de réhabiliter les avoirs en matière de productivité. Comme vous pouvez le constater, ces avoirs nous permettent de soutenir les communautés qui sont affectées par les sécheresses. Cela nous permet de protéger leurs moyens de subsistance et cela permet également de protéger leur production. Et comme vous l'avez très bien signalé, ces opportunités d'emploi ou ces opportunités de rémunération contre travail, eh bien, ces dispositifs nous aident à sauver certaines communautés rurales qui sont parfois complètement désespérées, qui veulent rester et vivre au sein de leur collectivité et qui souhaitent bien entendu améliorer en parallèle leurs moyens de subsistance. Elles souhaitent également maintenir les interactions sociales et en sus de cela, elles souhaitent maintenir le lien social qui existe entre elles. Et il est vrai qu'avec les sécheresses, il y a eu beaucoup de populations qui ont été déplacées, quelques 900 000 en tout cas pour la Somalie. Et grâce à ces programmes que nous menons à bien actuellement, eh bien, nous avons pu réduire ces déplacements qui auraient pu être beaucoup plus importants qu'ils ne l'ont été eu égard à la situation de pré-famine qui a été déclarée dans le pays. Alors, il y a également un autre programme que je voudrais mentionner, le programme Cash First. Donc, nous le considérons comme étant une manière relativement innovante d'utiliser des liquidités et d'utiliser des fonds en guise de réponse face à des situations de crise. Nous avons 240 000 personnes qui ont pu bénéficier de transferts en liquidité inconditionnels, ce qui leur a permis de contribuer à la lutte contre la famine. Cela leur a permis, par exemple, de se procurer des kits de pêche et autres dispositifs qui leur ont permis de subvenir aux besoins de leur famille. D'autre part, nous voudrions également pouvoir dégager un soutien qui soit beaucoup plus à propos par rapport aux besoins qui se font jour. Et nous avons des personnes clés qui ont été ciblées et qui nous ont permis de relayer ces différents programmes. Et nous avons pu constater qu'en combinant ces deux paramètres, donc un paramètre d'aide et de transfert et un composant d'aide parfois plus concrète ou de kit, nous avons pu bien entendu permettre à certaines familles de survivre pendant une période de 6 mois. Et grâce à ce système de transfert de fonds et l'autre dispositif dont je vous ai parlé, un programme qui aboutit en fin de compte à un programme de protection sociale, eh bien, nous avons constaté que les possibilités étaient multiples et relativement vastes parce que cela peut bénéficier aux économies locales, aux marchés locaux et cela peut permettre également de restaurer les moyens de subsistance de ces familles. Alors, je n'ai qu'un seul transparent à vous présenter et il apparaît ici à l'écran et je voudrais vous expliquer que ces interventions peuvent constituer un véritable catalyseur parce qu'elles amènent toute une série de bénéfices grâce à des interventions en matière de liquidité, en tout cas dans le contexte de la Somalie. Eh bien, ces différentes interventions peuvent être utilisées et apporter des bénéfices au niveau de l'économie locale en matière de développement social. Et nous avons des revenus prévisibles qui peuvent être alloués à ces familles et ceci permet d'améliorer le bien-être de ces familles, que ce soit en termes de sécurité alimentaire, d'éducation, etc., etc. Et même ces opportunités d'emploi qui sont associées à ce programme de travail contre rémunération sont autant de possibilités qui nous permettent d'avancer. Alors, je vous l'ai dit, nous avons pu faire en sorte que si 2 millions de personnes ont été déplacées à cause de la sécheresse, grâce à nos programmes, nous pouvons peut-être éviter ce type de problème et créer une société beaucoup plus résiliente. Nous avons pu créer également au niveau des familles impliquées dans ces programmes, nous avons pu créer non seulement une productivité accrue et une diversification des moyens de subsistance, mais en sus de cela, nous avons pu contribuer à la résilience sur le long terme des communautés avec lesquelles nous avons collaboré. Je voudrais conclure en disant que les bénéfices sont identiques lorsque, par exemple, nous déployons des dispositifs de protection sociale à plus long terme. Et en agissant de la sorte, dans le contexte par exemple de la Somalie, et je présume que les personnes qui connaissent très bien la Somalie seront probablement d'accord avec moi, nous ne devons pas commencer de zéro, nous ne devons pas partir de rien, loin s'en faut. Nous avons déjà toute une série d'interventions qui sont intervenues à partir de 2011 pour contrer ce phénomène de famine, et je pourrais citer pléthore d'exemples, d'excellents exemples qui nous permettent de déployer davantage encore ce type de plan. Nous avons toute une série de bénéficiaires qui ont été enregistrés via des données biométriques. Et donc, même en l'absence d'un système de carte d'identité,
Nous avons néanmoins la possibilité, ou nous avons pu identifier une possibilité de reconnaître, d'identifier les personnes concernées, les personnes qui auraient besoin de cette assistance. En sus de cela, nous savons également, et je voudrais citer le ministre en disant que nous avons évité de justesse une famine en Somalie, et c'est en partie dû aux interventions en matière de transfert de fonds, puisqu'il y a 2,5 millions de personnes qui ont été concernées sur une période d'1 mois. Et ce faisant, je pense que nous sommes parvenus à protéger ces populations, et cette nécessité de protection est bien entendu liée au contexte dans lequel nous avons eu à opérer. Nous avons pu déployer véritablement un système axé sur la protection sociale. Donc il y a des incitants clairs et des ingrédients tout à fait pertinents. Nous avons par exemple des dispositifs de protection sociale à long terme. Nous avons également les transferts, nous avons également les critères de ciblage qui sont très très importants, puisqu'au niveau de ces critères, nous en avons toute une série qui sont extrêmement robustes et qui nous permettent de tenir compte de l'écosystème qui existe en Somalie. Nous sommes même parvenus à atteindre des bénéficiaires grâce à des fonds mobiles et grâce à un système qui a permis d'accroître davantage encore la résilience, même face à de telles perturbations comme celles avec lesquelles nous avons dû œuvrer et travailler. Donc nous ne devons pas partir de zéro ici, loin s'en faut. Nous avons déjà toute une pléthore de mesures à disposition que pour pouvoir avancer. So thank you very much, Bien, merci beaucoup. Merci Joseph d'avoir partagé avec nos côtés l'expérience relativement importante et imposante engrangée par USAID. Et vous avez mis en exergue l'importance de toute une série de mécanismes qui ont d'ores et déjà été mis en place et qui deviennent de plus en plus courants, comme par exemple les dispositifs Cash Plus, qui portent principalement sur les propos qui ont été tenus par d'autres orateurs. Il faut y ajouter bien entendu d'autres dimensions. Les liquidités elles seules ne suffisent pas. Le soutien aux moyens de subsistance est également quelque chose de très important. Et le fait d'étoffer tout cela, d'avoir une bonne base en matière de liquidité et de transition vers le long terme, est bien entendu un autre paramètre qu'il ne faut pas perdre de vue. Alors, il nous reste environ une quinzaine de minutes, si je ne m'abuse, avant le terme de cette session de travail. Et je voudrais, sans plus attendre, vous céder la parole et vous donner la possibilité de poser les questions que vous souhaiteriez poser aux membres du panel. Donc, je vous en prie. Alors, je vois déjà une main qui se lève dans le fond de la salle et je vous invite, bien entendu, avant de poser votre question, à vous présenter brièvement. Bonjour, Jeremy, je travaille pour l'UNICEF au Burundi et je vais poser la question difficile. J'ai posé une question très difficile ce matin et c'est une question plus technique cet après-midi. Beaucoup de personnes ont fait allusion à ce dispositif Cash Plus et nous sommes bien entendu tous confrontés au fait que c'est une approche nettement plus probante que celle des simples liquidités. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit notamment par la ministre d'Ukraine, notamment en ce qui concerne le travail des travailleurs sociaux. Il est important d'avoir accès, bien entendu, aux populations les plus vulnérables. Et si nous voulons nous départir de cette approche de liquidité comme étant une réponse au niveau des interventions humanitaires, je pense que même avec Cash Plus, nous ne parviendrons peut-être pas nécessairement à avoir cette transition dont nous rêvons vers un système qui soit davantage axé ou orienté vers la protection sociale. Donc, outre le fait que je soulève ici le fait que nous devrions peut-être davantage travailler d'une composante en matière de travail social, je voudrais savoir si Madame la ministre ou peut-être Chris ou n'importe quel autre membre du panel peut attester du fait qu'il serait effectivement réaliste dans le contexte de la Somalie d'investir par exemple dans le travail social ou dans les travailleurs sociaux. Je sais qu'un travail limité a été déployé en la matière, mais il est resté malheureusement très limité. Et puis deuxièmement, je voudrais savoir s'il est réaliste de s'attendre à ce que des bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux puissent démarrer véritablement un investissement dans une composante qui, à mon sens, est cruciale par rapport à ce système de protection sociale, et ce, indépendamment de la situation qui prévaut en ce qui concerne la crise humanitaire. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre d'autres questions avant de donner la possibilité aux membres du panel de réagir. Je vais intervenir en français, s'il vous plaît. Je suis Irénée, directeur général de la protection sociale Madagascar. J'aimerais poser deux questions. La première, c'est je vais poser à Madame la ministre.
sur le fond, sur la coordination plus précisément du Fonds de la protection sociale. Très récemment, Madagascar a élaboré une loi relative à la politique nationale de la protection sociale. Je ne sais pas si c'était adopté, mais nous avons soutenu cette loi hier au niveau du Conseil et du gouvernement. Pendant l'élaboration de cette loi, nous avons consulté, bien sûr, toutes les parties prenantes, comme le groupe thématique protection sociale, les départements ministériels. Et la question sur le fond de la protection sociale a ouvert un grand débat parce que nous avons mis un article mis en place d'un fonds commun sur la protection sociale. Et la question que je veux poser, c'est que comment vous avez coordonné le fonds sur la protection sociale. La deuxième question, c'est concernant l'harmonisation des designs. Si je prends l'exemple du montant, du ciblage, comment vous avez harmonisé? Parce que c'est aussi un grand boulot. Nous, à Madagascar, nous avons un groupe cash transfert qui s'est réuni périodiquement, et l'harmonisation du montant aussi, c'est aussi un grand débat. Merci. Ok, merci madame. Sir, in the back. Yeah, my name is... Bonjour, Karoum. Je travaille pour un programme en République démocratique du Congo. Et je voudrais poser une question qui ne s'adresse pas nécessairement à la Somalie, mais si nous examinons l'ordre du jour, l'intitulé de notre programme parlait de programme de sécurité sociale en cas de crise et de déplacement forcé. Et je voudrais savoir comment nous pouvons renforcer ces systèmes alors que l'État est parfois partie prenante, si je puis dire, du conflit ou impliqué dans le conflit, parce qu'elle intervient alors la question de la neutralité ou la question des systèmes d'État. Est-ce que ces systèmes vont être acceptés par l'ensemble des collectivités, des communautés concernées? Donc c'est une question qui ne s'adresse pas à la Somalie en particulier, mais à tous les membres du panel, bien entendu. Et la deuxième question que je voudrais poser, même si j'ai cru comprendre que nous avons utilisé ou que vous avez utilisé en Somalie des transferts, mais je crois que par rapport à cela, vous avez peut-être eu des problèmes de déficit en matière de denrées alimentaires et des problèmes de liquidité, ce qui aurait pu créer, me semble-t-il, certaines pressions, notamment au niveau des approvisionnements qui étaient d'ores et déjà disponibles. Let me take one question there, yeah, the lady. Dernière question, madame. Ou mademoiselle. Merci. Merci pour ces interventions. Jessica de Save the Children, acteur de la société civile. La société civile est évidemment importante en termes d'action humanitaire, mais également dans la mise en place et la conception de la protection sociale. La question est donc la suivante. Quelle est la valeur ajoutée des acteurs de la société civile, selon vous, en Somalie? Et peut-être également en termes de rôle par rapport au gouvernement et au leadership du gouvernement. Bien, vous. Un pays comme la Somalie, quand vous regardez le contexte, qui est le nôtre, avec des précipitations insuffisantes, qui affectent les éleveurs, nomades et les agriculteurs sédentaires. Donc, s'il ne pleut pas, l'agriculture et l'élevage s'écroulent. Et l'économie dépend aussi du marché. Et malgré les épisodes de sécheresse, le marché a continué à fonctionner. Il y a de la nourriture partout.
Mais les citoyens, il y a du riz, il y a de l'huile, il y a tout ce que vous voulez. Le marché fonctionne, mais les citoyens, et notamment les plus vulnérables, n'ont pas l'argent pour acheter. Donc la meilleure manière de les aider, c'est de leur donner des espèces, du liquide. Je me suis rendu moi-même dans des régions extrêmement isolées du pays pour voir par moi-même comment les choses étaient gérées et comment les gens réagissaient. Et cela marche parce que dès qu'ils reçoivent la carte qui leur donne accès à l'argent, ils s'enregistrent avec leur empreinte digitale et le système fonctionne. Et j'ai rencontré une vingtaine de personnes. Et je leur ai demandé, vous voulez de la nourriture ou vous voulez de l'argent? Et tout le monde m'a dit, de l'argent. Parce qu'avec de l'argent, vous pouvez acheter n'importe quoi. Des œufs, oui, des oignons. Si vous recevez du riz et de l'huile, eh bien, vous mangez du riz et de l'huile. Et vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc, je dirais que le marché fonctionne bien, les produits sont là. Il faut simplement aider les gens à pouvoir les acheter. Je ne sais pas si mon collègue veut ajouter quelque chose. Merci beaucoup. Je vais essayer de répondre à cette question, en tout cas à plusieurs autres questions qui ont été posées également. Quelques éléments peut-être sur le contexte d'abord. En Somalie. Pendant donc la sécheresse, nous avons appris beaucoup de choses, notamment que la société civile, et je réponds à une question là, la société civile, les anciens, les groupes de femmes, la diaspora somalienne ont joué un rôle important. Et nous avons vu justement un effort coordonné dans la réponse à la crise. Et cet effort coordonné est excessivement important. En tout cas, nous l'avons vu. C'est une des leçons que nous avons tirées. Et comme Madame la ministre l'a dit, nous avons été capables, je dirais, d'être assez efficaces parce que tout le monde comprend l'importance de coordonner les choses du point de vue des bailleurs, évidemment, avec des bases de données, avec des investissements envisagés à court, mais aussi à long terme, dans toutes les populations et avec toutes les populations déplacées. Mais nous avons aussi une société civile forte, avec des groupes informels qui peuvent également jouer un rôle. Ils n'ont peut-être pas généré, créé beaucoup en termes de génération de fonds, de flux financiers, mais ils ont fait beaucoup d'autres choses sur le terrain. Et je crois que nous avons appris une leçon importante là. Et nous devons maintenant construire pendant les années qui vont venir sur base de cette leçon. L'un des principaux défis, et beaucoup l'ont déjà mentionné, c'est cette nécessité d'avoir des informations avérées, des données fiables. Pour ceux qui connaissent le contexte somalien, il y a beaucoup de données, mais ce sont des données qui sont parfois non corrélées et non harmonisées. D'où une nécessité, je crois, pour nous de corréler toutes ces informations, de les gérer par le biais d'une approche correcte en termes de base de données. Nous sommes un État fédéral avec donc des États fédérés qui gèrent parfois les choses de manière différente au niveau administratif. Dans certains cas, eh bien,
cela rend certaines zones un peu inaccessibles pour des raisons diverses et variées, liées à la sécurité, liées entre guillemets aux difficultés d'accès administratif. Et parfois, on est confronté à des groupes relativement petits, 500 ménages par exemple, mais qui reçoivent l'aide de plusieurs organisations. Et je crois que nous sommes parvenus à fonctionner en Somalie malgré la crise parce que le marché privé fonctionne. L'économie est vibrante. Et nous sommes parvenus non pas à remplacer des systèmes qui devraient être mis en place par l'État, mais à survivre par le biais d'autres moyens mis en place par le marché, par les acteurs privés. Et la grosse question pour nous va être à l'avenir, comment utiliser ce qu'on appelle le big data. 70% des Somaliens ont accès à un téléphone portable aujourd'hui, notamment dans les zones les plus isolées et chez les nomades. Il faut utiliser ces données-là. Merci. J'aimerais revenir sur ce que Jérémy mentionnait tout à l'heure. C'est vrai qu'après 2012, beaucoup de choses ont été faites pour concevoir et développer un meilleur système. Ce qui a été intéressant, je crois, cela a notamment été une étude qui a été faite par l'UNICEF en 2014. Je ne me souviens plus du titre, mais l'idée était d'explorer ou de mieux comprendre la pauvreté et la vulnérabilité. Et nous avons donc contribué, je crois, à produire des conclusions intéressantes. Parce que la pauvreté, finalement, dans un pays où tout le monde est pauvre, n'a pas vraiment de réalité. Quand tout le monde est pauvre, le mot pauvre perd de son sens. La vulnérabilité est un concept plus intéressant. Parce que la vulnérabilité, c'est le fait d'être non seulement pauvre, mais en plus exclu de toute une série de programmes. Donc je crois qu'il faut cibler d'abord les populations vulnérables. Et quand on met en place des systèmes de transfert d'argent en plus des éléments de protection sociale, je crois que l'on peut alors avancer. Et comme on vient de le dire, si l'on peut fonctionner sur base d'un seul système d'enregistrement centralisé, vous pouvez, à partir de ce système central, déclencher toute une série d'interventions par référence à ce système central. Et vous pouvez aller vers une sorte d'État qui se rapproche, entre guillemets, d'un État-providence en cas de crise. Merci. Chris, au collègue de la RDC, c'est la question clé que vous avez posée là, parce que je crois que c'est justement là qu'on voit le plus de pression sur les acteurs humanitaires et sur d'autres acteurs. Il faut que nous soyons capables d'avancer, d'aller davantage vers l'avant. Qu'est-ce que cela signifie en termes de leadership du gouvernement? Eh bien, je ne vais pas utiliser le mot continuum, mais à la limite, je dirais qu'il faut être capable de gérer les choses, quels que soient les acteurs gouvernementaux. Et il peut parfois être compliqué d'avoir l'engagement et l'approbation et l'aide des acteurs gouvernementaux qui peuvent changer, mais je crois que c'est cela qui sera certainement le plus gros défi pour nous à l'avenir en termes d'activité financière et en tant que bailleur.
Quand le gouvernement est peu légitime, quand le gouvernement provoque des problèmes, quand le gouvernement, dans certains cas, est associé à la crise, c'est vrai que cela pose certaines difficultés. Et donc, il va falloir adopter une approche très nuancée. Mais quand il y a opportunité de travailler avec le gouvernement, eh bien, il faut la saisir. Mais ce sera évidemment difficile pour nous à faire. Il faudra une vraie souplesse mentale, en tout cas. Merci beaucoup, Chris. Joseph. Je mentionnerai peut-être un élément par rapport au programme Cash Plus pour confirmer ce qu'a dit le ministre. Nous avons donc ce programme Cash Plus avec une composante financière, évidemment, mais beaucoup d'autres aspects. Et l'aspect qui n'est pas purement financier est lié notamment à tout ce qui peut, de près ou de loin, donner accès à des intrants pour les agriculteurs, par exemple, à de l'irrigation, à des aides destinées aux pêcheurs. Parce que même quand un pays est dévasté, il y a des zones de survie économique, de vie, qui peuvent bénéficier malgré tout de ces mesures-là. Et ce qu'il faut, c'est assurer la sécurité alimentaire, même dans les moments de crise intense. Si malheureusement, nous sommes déjà en retard par rapport à l'horaire prévu, donc, je crois qu'il faut que nous nous arrêtions là. Je vous présente mes excuses. Impossible de vous donner davantage la parole, mais je crois que ce qui a été dit là a été intéressant. Je crois que la conversation a été riche d'enseignements et que nous sommes tous conscients du fait que nous pouvons évidemment maintenant faire beaucoup de choses, même si tout ne se fera pas, je dirais, du jour au lendemain. Et nous sommes certainement dans une approche à long terme là. Donc je voudrais remercier les panélistes pour leur participation. Toutes nos excuses si vous n'avez pas eu la possibilité de prendre la parole. Nous allons faire la pause café et j'espère que vous aurez l'occasion de continuer la discussion pendant la pause café. Merci beaucoup.